Une hausse de 100 de la demande mondiale de lithium fissure soudain un équilibre déjà fragile. Ce contraste entre une explosion de besoins industriels et une région qui ne produit qu'environ 5% du lithium mondial expose une ligne de tension que beaucoup sous-estimaient. Que signifie vraiment cette fracture pour Ibrahim Traoré et pourquoi devrait-elle retenir l'attention de quiconque observe le Sahel? Un glissement discret annonce désormais un basculement possible. L'enjeu central qui se dessine dépasse largement la seule dynamique minière du Sahel. Le véritable bénéfice pour le lecteur tient en 10 mots. Comprendre comment une tension géoéconomique transforme un cadre institutionnel fragile. À mesure que la demande mondiale de lithium progresse, les États dont la production reste marginale affrontent un risque systémique, voire leur marge de décision comprimée par des acteurs extérieurs mieux dotés, plus rapides et structurés pour capter la valeur. Cette pression, souvent invisible dans les discours officiels, s'insinue dans les mécanismes administratifs, dans la hiérarchie des priorités et dans la manière dont chaque institution interprète son rôle. Un micro-décalage suffit alors à révéler l'ampleur des dépendances héritées, celles qui fragilisent la capacité d'un pays à contrôler ses ressources critiques. Et c'est précisément cette zone grise, l'endroit où un choix apparemment technique modifie l'équilibre général qui constitue le cœur du risque. Plus la tension augmente, plus la question devient inévitable. Jusqu'où cette recomposition silencieuse peut-elle redéfinir les rapports de force sahéliens ? Une révélation discrète apparaît dès que l'on observe la chronologie récente. La dissolution d'un organe électoral financé depuis l'extérieur, survenue au moment où la demande mondiale de lithium bondit de 50%, agit comme un capteur involontaire de tensions longtemps latentes. Ce geste administratif, en apparence mineur, devient le premier indicateur d'un basculement structurel dans un Sahel déjà saturé de pressions concurrentes. Pour comprendre la portée de ce mouvement, il faut remonter à l'architecture silencieuse qui a longtemps encadré la région. Depuis des décennies, les chaînes d'approvisionnement internationales absorbent l'essentiel de la valeur créée par l'extraction de ressources critiques, ne laissant aux États producteurs qu'une fraction résiduelle. Ce déséquilibre, devenu un cadre implicite, structure autant les relations diplomatiques que les marges de décision internes. Lorsque des réformes administratives réorientent les dispositifs vers des structures locales, cette ossature héritée se fissure, révélant des tensions que les narratifs extérieurs avaient tendance à minimiser. Dans ce paysage mouvant, la position d'Ibrahim Traoré se charge d'une résonance nouvelle, non parce qu'il imposerait un récit unique, mais parce que chaque choix interne est désormais interprété à l'aune d'un marché mondial sous pression. Le moindre ajustement administratif devient un signal, scruté par les chancelleries, amplifié par les médias, répercuté dans les analyses industrielles. Rien ne demeure isolé. Sur le terrain, les premiers indices de transition se manifestent loin des tribunes, dans des bureaux modestes où de jeunes administrateurs redécouvrent un rôle longtemps réduit à l'exécution de procédures externes. Leurs marges d'initiative s'élargissent, la chaîne décisionnelle se localise et les dépendances structurelles apparaissent davantage pour ce qu'elles sont, des contraintes plutôt que des fatalités. Cette réorientation n'efface pas les incertitudes, mais elle fait émerger une interrogation cardinale. Si ces transformations s'ancrent durablement, jusqu'où pourront-elles remodeler la dynamique institutionnelle d'un pays longtemps perçu comme périphérique dans la géoéconomie mondiale ? Pour saisir l'amplitude réelle des transformations en cours, il faut suivre celles et ceux qui, sans occuper le devant de la scène, deviennent les repères les plus tangibles du basculement institutionnel. Dans plusieurs administrations locales, des cadres intermédiaires découvrent soudain un espace d'action qu'ils n'avaient jamais envisagé. Longtemps cantonnés à appliquer des normes conçus ailleurs, ils se retrouvent aujourd'hui placés au centre d'un dispositif qui redéfinit leur rôle quotidien. Leur position, ni tout à fait décisionnelle ni totalement exécutive, en fait, des témoins privilégiés de la recomposition en cours. Les premiers signes apparaissent sous la forme de responsabilités élargies, interpréter les directives nationales, arbitrer entre plusieurs urgences, coordonner des acteurs qui opéraient jusqu'ici de manière fragmentée. Ce déplacement du curseur, bien que subtil, modifie la manière dont ils envisagent leur propre fonction. Là où dominait une routine procédurale,
s'installe une logique d'initiative. Ce glissement change aussi la perception qu'ont les communautés locales de leurs institutions. Un interlocuteur autrefois perçu comme distant devient un point d'ancrage plus réactif, plus lisible. À travers quelques situations concrètes, une réunion improvisée pour ajuster un protocole administratif, un échange tendu entre services frontaliers, une consultation locale destinée à apaiser un malentendu, se dessine le fil conducteur d'une transition qui s'incarne avant tout dans les pratiques. Ces sommes, souvent anecdotiques lorsqu'on les observe isolément, forment en réalité un indicateur précieux. Elles montrent comment une réorganisation présentée comme technique se traduit au quotidien par une reconfiguration des relations entre institutions et population. Au terme de ces premiers constats, une question demeure ouverte. Quelle profondeur ce mouvement pourra-t-il atteindre si les acteurs intermédiaires continuent de devenir les véritables relais d'une souverainisation administrative naissante ? Le déclencheur survient par un geste institutionnel en apparence mineur, la dissolution d'une commission électorale financée depuis l'extérieur, un acte administratif rapide, précis, un déplacement du curseur, une rupture silencieuse. Cette décision, pourtant modeste dans sa forme, intervient au moment exact où la demande mondiale de lithium s'élève de 50% en un an. Deux mouvements parallèles, deux dynamiques qui n'étaient jamais censées se croiser. Et pourtant, elles convergent. Ce croisement crée un signal, un point d'inflexion que personne n'avait anticipé pleinement. Les premiers observateurs y voient un simple réajustement, mais d'autres perçoivent déjà une fracture qui s'élargit. La montée en intensité se produit presque immédiatement. Les médias étrangers s'emparent du geste en quelques heures. Les récits se figent, les interprétations s'emballent, les chancelleries reprennent le cadrage dominant, inquiétude démocratique, glissement institutionnel, instabilité présumée. Ce traitement fulgurant crée un plafond narratif, une grille de lecture prête à l'emploi, réutilisée sans nuance. Le pays se retrouve soudain projeté dans un espace où chaque décision interne est surinterprétée. Là où il aurait dû n'y avoir qu'un ajustement administratif, se forme désormais une arène d'interprétation multiple. Le récit extérieur se solidifie. Le débat local se fragilise. Pendant ce temps, au sein des institutions burkinabées, une lecture différente émerge. Les administrations de proximité voient dans ce geste non une rupture radicale, mais un recentrage nécessaire. Les structures locales, longtemps reléguées à l'exécution, y lisent une invitation à reprendre un rôle moteur. Les agents civils ajustent leurs pratiques, les chaînes hiérarchiques se resserrent, les marges d'initiative augmente, le geste administratif se diffuse dans les couches profondes du fonctionnement national. Une recomposition interne s'amorce. Loin des discours internationaux, elle suit son propre rythme. Elle modifie les équilibres existants. Elle redéfinit les priorités. Et déjà, certains services frontaliers ressentent un changement subtil dans la légitimité des décisions venues du centre. C'est dans ces zones frontalières que la tension narrative atteint son paroxysme. Les secteurs riches en minéraux critiques, notamment autour de la région de Bougouni, deviennent des espaces nerveux. Les forces maliennes se confrontent à des groupes armés près de zones stratégiques. Les géologues circulent sous protection. Les administrations locales tentent de maintenir un minimum de lisibilité institutionnelle. Chaque déplacement, chaque intervention, chaque prise de position prend un poids inattendu. Tout devient signifiant, tout devient susceptible de recomposer un équilibre déjà précaire. Dans cette intensification silencieuse, le rôle d'Ibrahim Traoré est scruté avec une attention accrue, moins pour ce qu'il fait réellement que pour ce qu'il semble symboliser. Un pivot autour duquel les interprétations se polarisent. Puis vient la phase de résonance. Plus lente, plus profonde. Les institutions internationales réexaminent leurs partenariats. Les entreprises impliquées dans les chaînes du lithium réévaluent leurs modèles. Les diplomates ajustent leurs discours. Les acteurs régionaux modifient leurs priorités. La tension générée par un geste apparemment technique se propage dans tout le système. Elle infiltre les discussions, elle modifie les anticipations, elle redessine les marges d'action. Rien n'explose, tout glisse. Mais ce glissement suffit à produire une nouvelle géographie des rapports de force. Le point de départ chiffré est clair. Une hausse mondiale de 500% de la demande de lithium en un an redéfinit brutalement les marges d'action des États sahéliens. Cette progression soudaine constitue le delta décisif,
celui qui transforme un déséquilibre historique en pression systémique sur les institutions locales. Le premier repère numérique concerne précisément cette augmentation de 50%, un bond qui excède les variations habituelles des marchés miniers. Ce pourcentage élevé indique une accélération structurelle plutôt qu'une simple fluctuation conjoncturelle. Le deuxième repère renvoie à la réalité de la production. L'Afrique ne représente qu'environ 5% de l'offre mondiale de lithium. Ce chiffre révèle une asymétrie durable entre potentiel géologique et exploitation effective. Il éclaire le décalage qui fragilise les États confrontés à des rivalités croissantes sur leurs zones minières. Le troisième repère touche à l'économie extractive globale. Près de 200 milliards de dollars quittent chaque année le continent sous forme de ressources brutes. Ce montant massif illustre la perte de valeur locale engendrée par des chaînes de transformation contrôlées à l'extérieur. Ces données, mises côte à côte, dessinent un schéma constant. La région subit des tensions qui ne proviennent pas uniquement des affrontements sécuritaires visibles, mais d'un mécanisme économique profondément enraciné. Elles montrent aussi comment un ajustement administratif, même modeste, peut devenir un révélateur d'instabilité structurelle plus large. Ce glissement analytique apparaît avec une netteté particulière dans les zones frontalières du Mali, là où ressources critiques et enjeux sécuritaires se superposent. Les forces maliennes affrontent des groupes armés à proximité d'espaces considérés comme stratégiques par les acteurs internationaux du lithium. Cette proximité crée une équation complexe. Les intérêts miniers se croisent avec les impératifs de sécurité et les récits géopolitiques. Ce recouvrement produit une tension circulaire où chaque événement, aussi mineur soit-il, génère des réactions en chaîne. Sur le terrain administratif, les chiffres deviennent un outil d'interprétation. Les agents locaux comprennent que la hausse de 50% n'est pas seulement un paramètre macroéconomique, elle affecte leur méthode de travail, leurs priorités et la manière dont les directives circulent. Le maintien d'une production marginale de 5% les oblige à réévaluer leur position dans un marché global où le moindre déséquilibre ouvre des brèches narratives. Quant à l'exode annuel de 200 milliards de dollars en matières premières, il souligne la fragilité structurelle dont leurs institutions héritent et qu'elles tentent, parfois timidement, de corriger. Ces trois chiffres fonctionnent alors comme une matrice explicative. Ils éclairent les tensions, les ajustements, les hésitations. Ils permettent aussi de percevoir une logique plus profonde. L'impact réel des politiques locales dépend désormais autant des dynamiques mondiales que des choix administratifs internes. Les institutions, confrontées à ces gradients simultanés, doivent composer avec un système où chaque donnée, chaque variation, chaque signal peut devenir un facteur déterminant. Au terme de cette analyse, un constat s'impose. La transition en cours n'est pas un phénomène isolé. Elle se lie à travers une série de deltas quantifiables qui, mis bout à bout, redessinent le paysage décisionnel sahélien. Une architecture se forme, faite de proportions, d'écarts et de seuils, et c'est dans ces interstices que se joue désormais la capacité des États à reprendre la maîtrise de leurs ressources stratégiques. L'un des arguments les plus fréquemment avancés dans les analyses extérieures repose sur l'idée que la présence internationale constitue un rempart indispensable contre l'instabilité chronique du Sahel. Selon cette position, les dispositifs militaires étrangers, les programmes institutionnels financés depuis l'extérieur et les partenariats sécuritaires multilocalisés forment une architecture que les structures nationales ne pourraient remplacer sans risquer une dégradation immédiate de la situation. Les défenseurs de cette thèse insistent sur la technicité des opérations, sur l'ampleur logistique nécessaire pour surveiller plusieurs frontières simultanées et sur la complexité des réseaux armés circulant entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le retrait ou la remise en question de ces dispositifs serait, dans cette perspective, une prise de risque majeure. Le camp opposé, largement relayé sur le continent africain, mobilise une lecture tout aussi cohérente. La présence étrangère, loin d'apporter une stabilisation durable, aurait entretenu une dépendance structurelle. Selon cette vision, les mécanismes institutionnels financés depuis l'extérieur prolongeraient des schémas hérités de l'époque coloniale, maintenant les États africains dans une position subalterne.
Les tensions accrues autour des zones minières critiques, en particulier près des secteurs frontaliers du Mali, nourrissent davantage cette interprétation. La sécurité servirait autant des intérêts stratégiques extérieurs que des besoins locaux, et cette asymétrie s'ancrerait dans une longue histoire de captation de valeur. Pour dépasser cette opposition, il faut revenir aux données structurantes évoquées précédemment. La source indocente de la demande mondiale de lithium, la production africaine limitée à environ 5% et les quelques 200 milliards de dollars de ressources quittant le continent chaque année illustrent un contexte où les enjeux économiques dépassent largement les seules considérations sécuritaires. Ces chiffres montrent que la question centrale n'est ni la présence ni l'absence d'acteurs extérieurs, mais la capacité des États à définir eux-mêmes les conditions de leur stabilité. Les dynamiques observées sur le terrain, notamment la réorientation institutionnelle vers des structures locales, indiquent que la stabilité ne résulte pas mécaniquement d'assistance externe, mais d'une maîtrise accrue des paramètres internes. Tout bascule en silence. Ce pivot discret intervient lorsqu'un détail institutionnel, longtemps perçu comme secondaire, commence à modifier la lecture des dynamiques sahéliennes. Un changement d'apparence technique devient soudain une lentille révélatrice. Il montre comment les récits extérieurs, autrefois dominants, perdent progressivement leur évidence. Cette inflexion ne se manifeste ni par une rupture spectaculaire, ni par un affrontement direct, mais par une accumulation de signaux faibles qui fissurent le cadre interprétatif traditionnel. À mesure que les discours locaux gagnent en cohérence, les observateurs internationaux doivent réviser leur schéma d'analyse. Les récits sahéliens, mieux articulés, imposent une autre logique, celle où les trajectoires internes dictent désormais les termes du débat. Dans cet espace mouvant, la figure d'Ibrahim Traoré devient un point d'ancrage involontaire, non pour imposer un récit unique, mais parce que chaque geste institutionnel qu'il incarne résonne sur plusieurs niveaux. Cette révélation médiane change la dynamique, les alliances se réévaluent, les anticipations diplomatiques se déplacent, les acteurs régionaux ajustent leur position. Ce qui semblait stable devient réversible, ce qui paraissait marginal acquiert une importance décisive. À partir de ce moment, la recomposition cesse d'être théorique, elle devient une réalité perceptible dans la manière même dont les événements sont racontés. Les répercussions concrètes de la transition en cours apparaissent clairement lorsque l'on observe séparément 4 ensembles d'acteurs directement exposés aux recompositions sahéliennes. Chacun ressent différemment la montée de la demande mondiale en lithium, la fragilité structurelle révélée par les 5% de production africaine et l'écho institutionnel du geste souverain initial. Ces effets ne relèvent plus seulement de la géopolitique, ils s'inscrivent désormais dans le quotidien, dans les arbitrages internes et dans les marges de décision que chaque groupe parvient, ou non, à préserver. Dans cette constellation, la figure d'Ibrahim Traoré agit comme un repère transversal, un point de lecture autant qu'un objet d'interprétation. Pour les acteurs nationaux, la recomposition modifie le fonctionnement interne des institutions. Les administrations locales constatent une légitimité accrue de leurs décisions, ce qui renforce leur capacité à mettre en œuvre des directives jusque-là difficiles à imposer. Les cadres intermédiaires, souvent négligés dans les récits extérieurs, deviennent de véritables relais d'une gouvernance resserrée. Le geste institutionnel initial fonctionne comme un signal. Il réoriente la hiérarchie interne et redistribue les responsabilités de manière plus affirmée. Pour les décideurs économiques, les effets sont plus ambivalents. D'un côté, la pression du marché mondial, amplifiée par la hausse de 50% de la demande en lithium, accroît la valeur stratégique des ressources nationales. Cela suscite de nouveaux intérêts industriels et accélère les discussions sur les partenariats. De l'autre, l'incertitude diplomatique provoquée par la reconfiguration institutionnelle incite certains investisseurs à temporiser. Les entreprises opérant dans les chaînes d'approvisionnement réévaluent leur modèle, anticipant soit un renforcement de la souveraineté, soit une fragmentation de l'accès aux zones critiques. Pour les populations locales, notamment dans les zones rurales ou frontalières, les transformations se manifestent par des évolutions plus immédiates. Les services administratifs deviennent plus
présent, plus lisible, parfois plus réactif. Cette proximité crée un nouvel espace de débat public, où la question du contrôle des ressources gagne en importance. Les habitants observent les tensions extérieures, mais perçoivent aussi les marges d'action internes qui se dessinent. L'idée que les ressources critiques doivent servir la population locale trouve un écho croissant, redéfinissant la perception de l'État et de ses priorités. Pour les acteurs régionaux, en particulier ceux situés dans la zone frontalière malienne, les effets s'articulent autour de la sécurité et de la compétition géoéconomique. Les affrontements entre forces maliennes et groupes armés près de secteurs stratégiques deviennent des indicateurs de la fragilité des équilibres. Chaque intervention acquiert une portée accrue dans un contexte où les ressources critiques attirent simultanément ambition économique et stratégie d'influence. De nombreux observateurs régionaux voient dans la trajectoire actuelle du Burkina Faso et dans la place qui occupe Ibrahim Traoré un possible précédent, voire un modèle d'affirmation souveraine à examiner. Pris ensemble, ces 4 ensembles d'effets montrent que la recomposition en cours n'est ni abstraite ni lointaine. Elle se matérialise à travers les pratiques, les perceptions et les ajustements successifs de tous les acteurs impliqués. Les trajectoires possibles des prochains mois se dessinent autour d'un triptyque devenu incontournable. Souveraineté institutionnelle, contrôle des ressources critiques et réaction extérieure. Chacune des dynamiques déjà observées dans les zones administratives, frontalières et diplomatiques peut s'amplifier, se stabiliser ou se retourner selon l'équilibre que parviendront ou non à maintenir les acteurs impliqués. Ces scénarios ne doivent pas être interprétés comme des prédictions, mais comme des cadres de lecture permettant de saisir les tensions structurelles à l'œuvre. On peut d'abord imaginer un scénario de rééquilibrage prudent. Les autorités poursuivent la recentralisation institutionnelle tout en maintenant un dialogue actif avec les partenaires internationaux. Les tensions frontalières persistent mais ne dégénèrent pas grâce à des mécanismes d'ajustement rapide et à une coopération minimale avec les acteurs régionaux. L'investissement privé ralentit sans s'effondrer, créant une zone d'attentisme qui limite les fluctuations les plus brutales. Les structures administratives s'adaptent progressivement à leurs nouvelles responsabilités, stabilisant ainsi la trajectoire interne sans rompre totalement avec l'environnement extérieur. Ce scénario suppose un maintien constant de la cohérence institutionnelle malgré des pressions multiples. On peut ensuite envisager un scénario optimiste de consolidation souveraine. Le repositionnement burkinabé inspire d'autres États baissés du Sahel, initiant une dynamique régionale centrée sur la maîtrise des ressources stratégiques. Les administrations locales gagnent en efficacité, les accords miniers sont renégociés sur des bases plus équilibrées et les zones sensibles bénéficient d'une coordination renforcée. Les tensions frontalières se réduisent grâce à une articulation plus lisible entre objectifs économiques et dispositifs de sécurité. Le pays acquiert une influence nouvelle dans les discussions régionales, ce qui renforce sa capacité à peser sur la définition des cadres de coopération sahéliens. Cette trajectoire reste exigeante, mais elle offre un horizon de stabilisation durable. Enfin, un troisième scénario correspond à une situation de pression accrue. Plusieurs puissances extérieures intensifient leurs interventions diplomatiques, économiques ou sécuritaires afin de contenir ce qu'elles perçoivent comme une remise en cause de leurs intérêts stratégiques. Les tensions dans les zones minières maliennes s'accentuent, augmentant le risque de dérapage. Les investissements internationaux se contractent brusquement, fragilisant les équilibres sociaux et limitant les marges de manœuvre institutionnelles. Les récits extérieurs se durcissent et alimentent une perception d'isolement, ce qui complexifie davantage la gestion interne de la transition. Face à ces 3 trajectoires, une recommandation analytique s'impose. Adopter une lecture conditionnelle plutôt que déterministe, en évaluant continuellement la manière dont chaque événement déplace les rapports de force plutôt qu'il ne les fige. Les transformations en cours ne se mesurent en fait pas uniquement à l'échelle institutionnelle ou géopolitique. Elles s'incarnent aussi dans le vécu de celles et ceux qui observent, interprètent et parfois subissent ces recompositions. 3 ensembles sociaux distincts permettent de saisir cette profondeur humaine et la manière dont la transition redéfinit les perceptions individuelles et collectives. Le premier ensemble regroupe les citoyens du pays. Pour de nombreux habitants, en particulier dans les zones rurales
ou dans les périphéries urbaines, la réorganisation institutionnelle se traduit par un changement sensible dans la proximité administrative. Les services, autrefois perçus comme distants, deviennent plus réactifs et parfois plus lisibles. Ce déplacement crée un espace où l'idée de souveraineté cesse d'être un concept abstrait pour devenir une attente concrète, celle d'un contrôle accru sur les ressources et d'une action publique mieux ancrée. Dans cette dynamique surgissent aussi des hésitations liées aux tensions extérieures et aux incertitudes régionales. Le deuxième ensemble correspond à la diaspora. Située entre plusieurs mondes narratifs, elle ressent simultanément l'élan de réaffirmation interne et le poids des interprétations médiatiques étrangères. Une partie y voit une opportunité de rééquilibrage historique, tandis que d'autres s'inquiètent des éventuelles répercussions diplomatiques ou économiques sur leur mobilité, leurs projets ou leurs investissements. Leur rôle devient alors essentiel. Expliquer, contextualiser, nuancer, servir de médiation entre les visions locales et les projections internationales. Enfin, le troisième ensemble renvoie aux observateurs extérieurs. Pour les lecteurs, analystes ou chercheurs étrangers, la transition burkinabé questionne des catégories longtemps utilisées pour interpréter le Sahel. Les notions de stabilité, de partenariat ou de sécurité doivent être reconsidérées à la lumière d'une recomposition où les trajectoires internes prennent l'ascendant sur les cadres analytiques hérités. Cette remise en perspective invite à une lecture plus attentive et moins mécanisée des dynamiques africaines. À travers ces trois perspectives, la transition révèle une épaisseur humaine souvent sous-estimée, donnant à la recomposition sahélienne une dimension plus intime et plus durable. Stabiliser une transition traversée par des pressions extérieures et des contraintes internes exige une architecture d'action plus qu'un discours de principe. Dans ce cadre mouvant, la position d'Ibrahim Traoré sert de point d'appui, non comme figure solitaire, mais comme nœud stratégique permettant d'ordonner les responsabilités. Ces 5 étapes structurent une trajectoire opérationnelle cohérente, chacune définie par un acteur, un horizon temporel et un indicateur mesurable. Une première étape consiste à ancrer la gouvernance locale. Les administrations territoriales doivent redevenir le premier maillon de l'exécution publique. Dès les 6 prochains mois, elles sont chargées d'appliquer les directives institutionnelles révisées avec un suivi trimestriel basé sur la rapidité de traitement des dossiers administratifs et la diminution des redirections vers des structures extérieures. Une deuxième étape vise à sécuriser les zones sensibles. Les unités civiles et sécuritaires opérant en périphérie frontalière sont mobilisées pour établir une cartographie actualisée des secteurs critiques. L'objectif, mesurable mensuellement, consiste à réduire les interruptions de circulation institutionnelle autour des zones minières. Une troisième étape cherche à rééquilibrer les partenariats économiques. Les ministères concernés ouvrent des négociations ciblées dans un délai de 12 mois afin d'augmenter la part locale de valeur ajoutée. La progression se mesure par le pourcentage de contrats renégociés intégrant un volet de transformation interne. Une quatrième étape a pour objectif de clarifier le récit national. Les institutions centrales formulent un cadre narratif unifié visant à stabiliser l'interprétation publique des réformes.